On a une dernière séquence avec Elisa Thévenet d'Uzbek Erika. Elisa. Nous avons intitulé cette séquence « Nous les ancêtres ». Alors nous les ancêtres, on est des ancêtres de nos... Voilà. Il y avait un petit tapis sonore. Elisa Thévenet, ce Nous les ancêtres, il entre en résonance avec le parti pris d'Uzbek Erika de défendre le concept, mais c'est un peu ce dont on parle depuis tout à l'heure, de bons ancêtres, sur ce concept sur lequel vous allez revenir. Comment on réussit à mobiliser les esprits, voire les consciences sur ce dont on a parlé là depuis 1h30 et ce qui nous attend, ce qui attend nos enfants et petits-enfants en 2050, quand la situation de l'urgence quotidienne est si prégnante et parfois si écrasante. Alors, il y a un micro ici, voilà. Bonsoir tout le monde. C'est une question, je pense que c'est une des questions les plus challengeantes de notre époque, comment on articule l'urgence et le temps long. Donc moi, je suis rédactrice en chef d'une revue qui s'appelle Uzbek Erika. C'est un nom barbare, je reviendrai dessus plus tard, je sais. C'est un peu une sorte de suicide marketing, mais on l'assume à fond. Ça marche, parce que tout le monde sait qui est Uzbek Erika. La revue s'appelle Futur, et donc on est une entreprise qui, depuis 15 ans, explore le futur. Vaste programme, et c'est une question qu'on nous pose super souvent. C'est-à-dire que vous êtes gentil avec vos 2050, vos 1100, même vos 2040. En fait, je ne sais pas ce qui va se passer demain dans mon entreprise, je ne sais pas ce qui va se passer demain dans ma vie. On entendait tout à l'heure aux États-Unis, elle ne sait pas ce qui va se passer demain non plus. Donc il y a aussi cette vraie tension et cette vraie exigence qui se met en place. Et c'est vrai que je pense qu'il faut être honnête sur le fait que notre époque, elle est en mal d'avenir, que notre horizon du futur, il s'est franchement rétréci. Qu'on ne sait plus trop se projeter, qu'on est tous très embêtés quand il s'agit de se dire « Ok, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait ?» Vous avez un historien qui s'appelle François Hartog qui dit qu'on est en train de vivre une crise du temps, en fait. On est coincé dans un présent perpétuel, on n'arrive pas à se projeter dans le futur, on n'arrive pas non plus véritablement à refaire un saut dans le passé. Je pense qu'il suffit de regarder la programmation au cinéma en ce moment pour se dire qu'on est dans une sorte de loop infinie. Je ne sais plus à combien de Marvel on est. Voilà, on a perdu le compte. Mais c'est pareil pour le marketing, c'est pareil pour les publicités. On nous vend de la nostalgie. Voilà. C'est-à-dire que comme on n'arrive plus à aller devant, on se dit qu'on va aller derrière, parce qu'à défaut, ça nous donne l'impression d'avancer un petit peu. Et donc, c'est vraiment une problématique à laquelle on est confronté en permanence chez Uzbek Erika. Et je pense que c'est la première erreur qu'on fait, c'est de penser que les deux sont opposés. En fait, quand on fait de la prospective, pour la petite histoire, c'est une anecdote que j'adore. Je sais qu'on peut la ressortir en ville et je trouve ça très fun de pouvoir ressortir de temps en temps des anecdotes en ville. Est-ce que vous savez qui a inventé le mot prospective? Eh bien, c'est le papa de Maurice Béjart, le chorégraphe. Ah oui, en effet. Ça, cool. On est d'accord, c'est assez cool comme anecdote. Pas mal. On est dans les années 50, on est en 57, et c'est lui qui pense le mot de prospective, c'est lui qui va poser les bases de la discipline. Et qu'est-ce que c'est que de la prospective, en fait, de faire de la prospective? C'est pas imaginer le futur, c'est le comprendre. C'est pas le prédire, c'est le préparer. Et c'est des distinctions qui sont très, très, très importantes. Parce que je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal. Des prédictions erronées, voire désastreuses, et des erreurs de jugement, l'histoire en est absolument jonchée. Et en fait, c'est pas très grave quand on fait de la prospective, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas tellement les réponses, c'est plutôt les questions. C'est une sorte de dynamique qui nous met en mouvement, qui aiguise notre lucidité et qui aiguise aussi une certaine forme d'agilité stratégique qui nous permet de naviguer en période d'incertitude. Et je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'on est en train de vivre une immense et très longue période d'incertitude. Et donc, pourquoi est-ce que je dis que les deux ne sont pas du tout opposés? Parce que qu'est-ce que vous faites quand vous faites de la prospective? En fait, vous prenez soin du monde d'aujourd'hui. Parce que vous cherchez les bonnes questions à se poser pour savoir comment orienter d'ores et déjà le présent que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de vous réencapaciter dans l'idée que, en fait, le futur, c'est pas une fatalité, c'est pas un truc qui nous tombe dessus, badaboum, pas de bol, en mode Astérix et Obélix, tout d'un coup le ciel nous tombe sur la tête. Non, c'est quelque chose, en fait, dont on est fondamentalement responsable et sur lequel on agit au jour le jour. Et donc, dans ce sens-là, pour moi, la prospective... J'ai pris le micro, le micro piégé. Et donc voilà, la prospective, elle nous permet justement, dans cette espèce d'élan qui est le sien, d'allier deux urgences, celle de remettre du temps long dans nos vies et en même temps de se poser la question de concrètement demain, qu'est-ce qui va se passer et comment est-ce que je le prépare. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faudra mettre le micro un petit peu plus près. Qu'est-ce que c'est un bon ancêtre? Comment, à titre individuel, on est
on est un bon ancêtre et dans une entreprise en tant que collaborateur ou en tant qu'entité entreprise? Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le concept de bon ancêtre ne nous appartient pas, évidemment. Il a été pensé tel que nous, on l'utilise par un philosophe australien et britannique qui s'appelle Roman Krchnarich. Et en fait, je trouve que l'idée géniale qu'il a, c'est juste de dire arrêtons de considérer le futur, encore une fois, comme quelque chose d'un peu mystérieux qui va nous tomber sur le coin du nez et considérons-le comme un héritage. Et en fait, le jour où vous commencez à considérer le futur comme un héritage, vous vous remettez dans le centre de l'équation. Encore une fois, vous vous en capacité dans ce que vous allez pouvoir en faire. Et surtout, la posture de bon ancêtre, elle suppose une autre posture qui est parfaite, que je trouve extrêmement bénéfique pour la réflexion. C'est que si vous vous posez la question de comment être un bon ancêtre, par définition, vous vous demandez et vous posez la posture des générations futures. Donc, dans tous vos questionnements va rentrer la question des générations futures, de qu'est-ce que je fais pour les générations futures. Et quand on projette, c'est des discussions qu'on a beaucoup eues parce que du coup, on est un média, mais on accompagne aussi beaucoup d'entreprises dans des événements, des séminaires, mais aussi des moments de conseil. Et c'est une question qui revient très souvent sur concrètement, en fait, comment est-ce que je me mets en mouvement, comment est-ce que, au-delà des jolis discours et de c'est très cool, cette idée du philosophe de bon ancêtre, qu'est-ce que ça donne? Et surtout, il y a une vraie frilosité souvent chez nos partenaires de se dire, en fait, explorer le futur, ça fout la déprime. Et les gens, ils ressortent de là et on leur liste toute une série de raisons pour lesquelles ils devraient avoir la trouille et à juste titre. Et donc, c'est pas du tout ce que j'ai envie de générer chez les gens qui viennent écouter à un moment donné mon discours d'entreprise. Ou même de médias. Enfin, nous, on a le même problème. La fatigue informationnelle, l'anxiété informationnelle, elle fait en sorte que les lecteurs ne viennent plus véritablement chez nous. Donc, on a un problème commun. Et quand on pose la question du bon ancêtre, en fait, on pose la question de l'atterrissage. C'est-à-dire, on peut regarder le présent droit dans les yeux, on peut regarder les signaux faibles droit dans les yeux en se disant, alors là, vraiment, le mur, il se rapproche à une vitesse de furieux. Sauf que l'atterrissage qu'on pose, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ce monde n'advienne pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ce monde advienne? Ou qu'est-ce qu'on peut faire pour, au contraire, faire advenir un futur un peu plus désirable? Alors justement, puisqu'on parle du futur, vous aviez 3 préconisations sur les sujets à adresser pour les entreprises. Chez nous, on a 3 obsessions qui nous suivent depuis 15 ans, qui sont, je pense, des grandes questions, des grands axes de réflexion pour l'avenir. Le premier, c'est comment est-ce qu'on vit dans une société de plus en plus fragmentée ensemble. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'on vit et on s'adapte dans un monde à plus 2,7 degrés, puisque c'est de façon certaine ce qui nous attend. Et la dernière, c'est comment est-ce qu'on noue avec les nouvelles technologies une relation apaisée. Comment est-ce qu'on entre enfin dans une ère de la maturité. Ça se décline dans tout ce qu'on fait à travers énormément d'exemples. Ça va de est-ce qu'on est en train d'assister à la disparition de l'écriture avec la généralisation des IA génératives, en passant par comment est-ce qu'on peut faire pour vaincre l'épidémie de la solitude, à comment est-ce qu'on remet et comment est-ce qu'on challenge l'imaginaire qui nous est proposé aujourd'hui par la Silicon Valley en termes d'innovation, parce qu'on a vu quand même un processus historique intéressant. Pendant longtemps, on a promis le progrès nous a déçus. On est passé sur innovation, vous ferez attention, mais on n'entend plus jamais parler de progrès. On parle d'innovation. L'innovation, c'est devenu synonyme de la Silicon Valley. Comment on désenclave, comment on désincarcère ces imaginaires et ces futurs. Et donc, ces 3 grandes questions, elles nous amènent à poser énormément d'autres choses. Après, j'ai des petites obsessions en ce moment. Mon truc, c'est les neurodroits. Voilà. Pas mal. Si j'ai envie de vous faire... Non, mais histoire quand même que je tienne ma promesse de vous faire ressortir avec un peu plus de trouille que quand vous êtes rentrés. Aujourd'hui, de plus en plus de technologies nous permettent... Parce que jusqu'ici, tout allait bien, voilà. Le constat était enthousiasmant et tout, on ressortait plein d'énergie. Faut que je tienne ma réputation. Et de plus en plus de technologies aujourd'hui nous permettent de savoir et de reconstituer le dialogue intérieur que vous avez quand vous êtes en train de penser. C'est cool. Et encore une fois, ça c'est désespérant. Quel atterrissage intéressant. Par exemple, il y a des pays comme le Chili qui ont déjà fait rentrer dans leur constitution des neurodroits au même titre que la protection de nos libertés individuelles pour dire c'est des données, comme les données biométriques par exemple, qu'on n'a pas le droit d'exploiter en tant qu'entreprise. Et même si ce serait très cool pour plein de boîtes de savoir qu'est-ce qu'on ressent quand on passe devant une de leurs pubs, peut-être que c'est pas top pour la société qu'on a envie de créer tous ensemble. Voilà, toujours, on peut regarder droit dans les yeux ce qui nous attend, sans jamais oublier de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer le monde qui arrive demain et pour se coucher en se disant que soit dans sa posture de dirigeant, soit dans sa posture de citoyen, soit dans sa posture de parent, on espère qu'on sera de bons ancêtres. Merci beaucoup, Elisa Thévenet. Merci.
C'est pas si simple que ça comme question, être un bon ancêtre. De bonnes valeurs, que ce soit en termes d'écologie. Aider les plus démunis. Mettre en place des fondations solides pour les générations futures. C'est quelqu'un dont on va se souvenir très longtemps. J'en laisse mon jardin, alors ça va. Savoir passer du coup à la génération suivante les bonnes valeurs, mais tout en étant aussi ouvert d'esprit du coup aux nouvelles, à tous les nouveaux changements qui peuvent arriver. Faire en sorte que ce qu'on fait aujourd'hui n'ait pas forcément un mauvais impact sur ce qui leur arrivera dans le futur. C'est quelqu'un qui nous transmet de belles valeurs. Avoir fait évoluer le monde dans lequel on est. Je pense qu'un bon ancêtre, c'est un ancêtre qui a contribué à ce monde, même en faisant quelques petites bonnes actions chez lui vis-à-vis de ses enfants, pour laisser un impact positif, même une éducation positive de ses enfants.